Viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi. T'as menti. Et je suis mort. T'as menti. Et je suis mort. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler de ça, le chapitre 1 mais aussi le chapitre 2. On va revenir également aussi sur le téléfilm ainsi que le livre original. Ça est un roman d'horreur écrit par Stephen King publié en 1986 et qui a remporté plusieurs prix dont celui du British Fantasy de 1987. L'histoire se passe à Derry dans le Maine. 7 gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du club des ratés. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qui s'appelle Ça. Car depuis toujours, Derry est la proie à une créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix, les enfants. Bien décidés à rester soudés, les ratés tentent de surmonter leur peur pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu'un petit garçon poursuivant son bateau en papier s'est trouvé face à face avec le clown Gripsou. Bien que le réalisateur Xavier Dolan a indiqué avant la sortie du film que Ça chapitre 1 était le film du siècle, on ne peut se résoudre à redescendre sur terre et faire tout de même le point en toute franchise sur le film. Les comparaisons avec le livre et le téléfilm vont être légion dans cette critique pour accentuer ce qui était plaisant et moins plaisant dans le film d'Andy Muschietti. Les premiers retours ont été le film ne fait absolument pas peur. Alors oui, ça ne fait pas peur, mais c'est tout de même le sujet du film. Le téléfilm a traumatisé toute une génération. D'ailleurs, pour la plupart, nous étions enfants lors du premier visionnage. Cependant, si vous voyez avec des yeux d'adulte, la mise en scène reste assez pauvre. Les meurtres sont ellipsés par des travelling. Bref, il vieillit mal et si on revient sur la question de la peur, elle s'efface facilement. Cependant, le téléfilm reste de très bonne facture, surtout dans son montage, mais on va y revenir par la suite. La peur reste subjective. Si nous avions 10 ans en regardant cette version de 2017, il est évident, il est même surtout possible que nous serions traumatisés. Les peurs d'enfance ne sont jamais les mêmes étant adultes. C'est d'ailleurs même le sujet de cette version 2017, voire même 2019. Mais alors que vaut la version de Muschietti dans son ensemble, puisqu'il est réalisateur du chapitre 1, mais aussi du chapitre 2, on va commencer par le chapitre 1. C'est un film tout simplement très bon, mais malheureusement pas sans défaut. Alors c'est parti pour la critique de Ça chapitre 1. Même si le film ne fait pas trop peur, le scénario lui il en parle tout du long. C'est d'ailleurs ce qu'on retient de l'ensemble de l'œuvre de King. Car la peur vient d'éléments les plus banals. C'est souvent d'ailleurs ce qui nous entoure. De fortes têtes qui nous humilient, un père abusif, une mère trop protectrice, le racisme, la maladie ou encore la mort. C'est ce que le scénariste Kari Fukunaga avait compris du livre avec sa culture pour le glauque, magnifiquement représentée dans sa série True Detective. On sent clairement sa patte dans le film, il devait même d'ailleurs initialement réaliser celui-ci. Le film ne vous donnera pas toutes les clés concernant la peur des enfants, beaucoup de sous-entendus, mais jamais de clarification sur le sujet. Là où le téléfilm expliquait beaucoup de choses, cela peut être un défaut, mais comme nous sommes sur une première partie du film, cela peut être entendable. Les peurs sur ce qui nous entoure, voilà les éléments sur lesquels la créature de Ça va jouer. La peur la plus explicite est celle de Bill qui a peur que son frère Georgie soit vraiment mort. Rien de nouveau finalement pour cette histoire, mis à part le fait que ses parents l'occultent totalement et que le corps de Georgie soit finalement introuvable. Rien de pire que l'ignorance pour un frère perdu ou celle de ses parents tout court. La mort de son petit frère, qui est beaucoup plus violente et même dérangeante que dans le téléfilm, si on se base sur cette mort pour beaucoup, il s'agit presque même d'une erreur scénaristique. Pourquoi le clown ne fait pas peur à Georgie et en fait son 4 heures assez rapidement, alors que pendant tout le film, il fait peur aux autres enfants sans jamais les manger? Eh bien, il y a une explication à cela, mais le film, effectivement, n'en parle pas. Là aussi, c'est excusable, car c'est normalement évoqué dans la partie adulte. La créature de Ça mange tous les 27 ans. Quand Georgie meurt, il commence en fait à revenir de son hibernation. Il doit manger directement et rapidement, d'où l'importance des dates, car Georgie meurt en 1988 et le clown va mettre 1 an pour manger et constituer un garde-manger dans les égouts. Au début, la créature mange pour manger, par la suite, les enfants doivent avoir peur pour se perdre dans les lueurs mortes et flotter. Donc je comprends qu'on puisse y voir une erreur scénaristique, mais ça reste quand même explicable
table, expliqué aussi dans le téléfilm de façon assez rapide à la fin de la première partie. Vite, les pierres! Ça a un goût tellement meilleur, les enfants qui ont peur. Vise bien, Bev, tue-le! Me tuer? Bon, de insupportable garnement. Sache, enfant, que je suis éternel. Je suis le dévoreur des mondes et des petits-enfants. Et aussi également dans le livre. Continuons sur la peur de nos losers. Pour Eddie, qui est hypocondriaque, un lépreux apparaît, ce qui fait sens, beaucoup plus sens d'ailleurs que dans le téléfilm où il apparaissait dans les douches. Et voilà l'asthmatique. Jette ton aérosol et viens dans le sous-sol. Ça ne servira à rien de fuir, quart de portion. Rendez-vous dans tes rêves et reviens quand tu en as envie et amène tes copains. Pour Beverly Marsh, c'est beaucoup plus profond. En effet, dans le téléfilm, on aurait pu croire que la jeune fille avait simplement peur du sang. Cependant, dans le film, le développement est beaucoup plus fidèle au livre. La jeune fille est abusée par son père et sa peur de devenir une femme est bien expliquée. C'est même symbolisé par son achat d'une boîte de tampons au début du film. Pour Ben, cela reste malheureusement pas vraiment expliqué. Pourtant, un soldat sans tête apparaît dans la séquence, bien mis en scène, mais trop vite expédié. Dans le téléfilm, Ben souffre réellement de l'absence de son père. Il est mort à la guerre et justement le clown va s'en servir pour l'attirer. Tu veux un ballon, Ben? Ils flottent tous. Viens, mon fils. Tu te plairas en bas. Tu pourras toujours rester un enfant. Richie a tout simplement peur des clowns, Stanley d'un tableau rappelant le cri avec un mix de la nonne de Conjuring 2 et pour finir Mike a peur de mourir pour des causes de race. Là où cela se rapproche encore plus du livre, ce sont les adultes qui brillent parfois par leur absence. En effet, Stephen King le rappelle, les adultes sont les véritables monstres. Là aussi, un défaut scénaristique pour certains, pourquoi les adultes ne peuvent pas voir le clown. Dans le téléfilm, Bill donne une explication plutôt vague mais pas si idiote que ça. Bev a raison, il faut faire quelque chose. Mais il faut en parler à quelqu'un. Mais les autres ne voient pas ce qu'on voit. Pourquoi? Quand on est adulte, on croit plus en rien. En fait, quand on est adulte, on ne croit plus en rien. Et dans le livre, sur la partie des enfants, on croit que les adultes ne le voient pas, mais par la suite, on s'aperçoit qu'ils refusent de le voir, ce qui est différent. Il est évident aussi que c'est dans la deuxième partie, peut-être, en tout cas, que nous aurons les explications qui seront mises sur la table, dans le sens où nos héros seront enfin adultes et pourront voir ça justement dans cette version adulte. Dès qu'un parent apparaît à l'écran, ils ont une domination malsaine sur leurs enfants. Ils restent des manipulateurs cruels, voire même indifférents. Et c'est une transcription très noire du passage de l'enfance, justement, à l'adolescence. Une autre chose qui m'a déçu, en tout cas par rapport au téléfilm, certes moins ridicule que le livre, j'en conviens, mais c'est tout simplement le final du chapitre 1. Car dans le livre, je le rappelle, on en voit sous sa forme finale Bill dans une espèce de trou de ténèbres passant à côté d'une tortue géante, faiseuse d'univers, se dirigeant vers une lumière spectrale, tout en répétant sa phrase mémotechnique pour arrêter de bégayer, et arrive tout simplement à blesser la créature par sa seule foi. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi ce n'était pas fidèle au livre, mais on va défendre tout simplement le scénariste du film qui nous a tout de même offert un meilleur final que celui du livre, tout en étant un petit peu, disons-le, réaliste. Alors, pourquoi cette fin est quand même décevante? Tout d'abord, le combat avec Gripsou, par la force du groupe d'enfants, comprend qu'il ne peut rien faire, mais on sent clairement que le clown n'est presque pas blessé, et encore moins mort pour autant. Il va seulement dans un trou. La scène de fin du film, avec cette fameuse promesse que se font les enfants, perd de sa superbe et de sa force car ils sont trop persuadés de l'avoir tué sans trop se poser de questions. Mais pour le coup, quelles preuves ont-ils? Dans le téléfilm, le clown est vraiment mal en point. Il a un trou dans la tête, libérant sa lueur morte, et s'enfonce dans un petit trou, agonisant. D'ailleurs, les enfants se posent même la question de savoir s'il est vraiment mort. Il y en a même un qui dit qu'il faut le poursuivre. Dans le film, personne ne suggère cela. De plus, les enfants flottant dans les airs, rappelant un tableau représentant l'enfer dont j'ai oublié le nom, est plutôt bien trouvé, mais moins réaliste que les cocons d'araignée du téléfilm. Un immense garde-manger pour la créature qui va pouvoir hiberner tranquille. Mais si cette scène est très jolie d'un point de vue visuel, elle aurait dû être renforcée par ce côté glauque que nous avons eu tout au long du film. Heureusement que le clown est tout de même dans le coin pour nous offrir une danse un peu dérangeante. Autre élément, dans le téléfilm, Bill voit encore des enfants disparaître et les peurs s'accentuent dans le groupe au point d'aller dans les égouts pour affronter la créature, ce qui est plutôt malin et cohérent. Dans le film, eh bien, le scénario va utiliser le cliché, il faut sauver la princesse.
On vous l'accorde, c'est du chipotage que je suis en train de faire, mais bon, ça reste quand même de l'ordre du cliché. Certains diront que c'est une force, d'autres une faiblesse, mais on a une ambiance très Stranger Things. L'histoire se passe dans les années 80 et plus dans les années 50, là où le téléfilm arrivait à rendre une époque bien représentée, le film lui utilise ces années 80 pour parler aux trentenaires d'aujourd'hui. Cependant, c'est là aussi loin d'être idiot, car les références s'y glissent, rappelant presque même la présence de la créature. En effet, vous aurez des posters du film Les Gremlins, créature qu'il ne faut pas nourrir après minuit, ou encore Beetlejuice, une créature qui passe son temps à vouloir faire peur. De plus, d'autres éléments, et également dans le cinéma de Derry, avec la projection de Batman de Tim Burton, dans lequel le héros combat le Joker, donc c'est-à-dire un clown. Ou encore Freddy 5, une créature qui tue dans les rêves des enfants. Vous l'aurez compris, les années 80 et les références ne sont pas là par hasard et modernisent un petit peu le film, car le loup-garou du campus ou encore la momie qui apparaissent dans le téléfilm, cela restait vraiment un petit peu vieillot, voire même un poil ridicule de nos jours. Parlons un petit peu de mise en scène. Même si Mama avait déjà une bonne mise en scène malgré un scénario plutôt faiblard, ça obtient ses lettres de noblesse. Car dans le téléfilm, tout est un peu brouillé. Beaucoup diront que c'est de la suggestion qui rend le film effrayant, et ils auront sûrement raison, mais soyons honnêtes, le travelling avant, montrant les dents du clown, c'est devenu dépassé. Mais ne tapons pas forcément sur le téléfilm, car premièrement déjà, il y en a peu, et en plus de ça, la fonction de téléfilm ne le permet pas. Pour le film, la mise en scène est vraiment soignée, et aura tendance tout de même, avec le montage, à aller malheureusement trop vite. Tellement de détails à l'écran, il faut avouer qu'il a fallu au moins 2 visionnages pour repérer même la présence de la tortue qui était sous la forme d'un jouet. Même après 2 visionnages, il est évident qu'on ne repère pas tous les éléments. C'est aussi un défaut en soi, le film va trop vite, il est très bien rythmé et personne ne s'ennuie devant. Cependant, on enchaîne trop les sketchs horrifiques, les personnages n'ont jamais le temps de se poser, qu'une autre attaque survient, que ce soit par les adultes, les brutes ou encore le clown. Seul moment posé et agréable, la scène de la carrière. Le film dure 2h15, mais il manque au moins 20 minutes pour poser les personnages et installer une ambiance supplémentaire et développer une meilleure fin. Pour le coup, le montage du téléfilm n'était pas si idiot que ça non plus. Le fait de voir les adultes se rappelant les souvenirs d'enfance, personnage par personnage, était bien trouvé. Le réalisateur a d'ailleurs souligné qu'il adopterait tout simplement cela dans la deuxième partie et inclurait de nouvelles scènes du passé. Ce qui complétera le premier film, c'est un choix de montage et de mise en scène de proposer cela et marque une véritable rupture avec le téléfilm pour s'approprier une véritable identité. Je parlais de sketchs horrifiques, et bien on va tout simplement les évoquer. Ils sont parfois bien glauques et bien trouvés, en témoigne la scène où Henry Bowers voit le clown qui le salue avec un bras de son pote, ou encore le lépreux attaquant l'enfant en plein jour. Cependant, certaines scènes sont assez clichés, comme la fameuse maison glauque. Dans le téléfilm, pour le coup, c'est assez réaliste, car il s'agissait d'un bâtiment pour l'entrée des égouts. Cela avait l'apparence d'une maison, mais c'était juste un bâtiment classique. Dans le film, nous avons une maison dont l'apparence ressemble à l'attraction du parc Disneyland, la maison de l'horreur. Enfin, je veux dire, voilà, ça se pose là, quoi. Cela colle parfaitement au livre, certes, mais le design aurait pu être beaucoup plus travaillé afin de faire moins maison hantée. De plus, certaines scènes à l'intérieur reprennent les codes du film d'horreur des années 80-90, à savoir faire des groupes de 1 dans une maison alors qu'il faut rester toujours groupé, et ça on le sait. Même chipotage, me direz-vous, car cela n'empêche pas d'avoir de très bonnes scènes tout de même. Les Goonies, Stand By Me ou même Stranger Things, comme j'ai pu évoquer, ont su gérer concernant le casting des enfants. Eh ben, le film ça fait de même. Le casting est vraiment bon et on s'attache totalement à cette bande de losers. On en est même nostalgique de ces étés où nous faisions les 400 coups avec notre bande de potes. Les adultes sont aussi réussis et glauques à souhait dans ce chapitre 1. Parlons donc de Pennywise joué par Bill Skarsgård, qui donne au clown un autre aspect que celui de Tim Curry. On salue d'ailleurs sa performance où l'acteur semble s'éclater, rappelant presque certaines expressions du regretté Heath Ledger dans le rôle du Joker. Né en 1990, date à laquelle est sorti le téléfilm, ce jeune acteur a 27 ans lorsque le chapitre 1 est sorti au cinéma. Il va sûrement recroiser d'ailleurs vos chemins dans les salles obscures car cet acteur a vraiment du talent. J'oubliais un point fort du téléfilm également, contrairement au film. Si le background de Ben, la maison du clown, les années 1950, Tim Curry étaient les gros points forts aussi du film, un autre point que je n'ai pas évoqué, c'est celui de la musique. Rappelez-vous le téléfilm avec son étrange son désaccordé qui donnait presque des frissons, utilisé parfois comme un jumpscare. La musique horrifique du téléfilm donnait toute cette dimension étrange et glauque que nous ne retrouvons pas malheureusement dans le film. Bip, 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 petit. Reviens quand tu en auras envie. Et tu verras comment on fait. Oh, en bas. Tous ils flottent en bas.
La musique du film, de ce chapitre 1 en tout cas, est plutôt bonne mais trop classique et manquant d'identité pour instaurer une véritable ambiance. Si je devais vous résumer ce chapitre 1, c'est bel et bien une réussite dans son contenu. Très difficile à adapter, le film arrive à obtenir une véritable identité n'oubliant jamais son sujet, la peur. Bien que le film ne fasse justement pas peur, réussir à la vaincre illustre parfaitement le passage de l'enfance à l'âge adulte. Le film nous parle d'éléments bien plus profonds qu'un clown qui fait peur, cependant le récit va trop vite et enchaîne les sketchs horrifiques, certains bien trouvés, d'autres trop clichés. C'est aussi un avantage dans le sens où on ne s'ennuie pas, mais les personnages ne se posent jamais alors qu'on a envie de en découvrir un peu plus sur eux. Même si la fin est trop expéditive et manque de fond, le reste du film est très soigné. Le casting est le point fort du film et nous touche de la façon la plus nostalgique possible. Plus proche du livre dans son message et ses sujets, on espère plus de développement dans sa deuxième partie pour compléter les éléments manquants de ce premier film. Parlons donc de ça, chapitre 2. 27 ans après la victoire du club des ratés sur Gripsou, le sinistre clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à demeurer encore sur place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leurs expériences du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Gripsou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le clown, devenu plus dangereux que jamais. Étant donné que j'avais apprécié le chapitre 1, que la partie adulte du téléfilm et du livre était la moins intéressante, je mettais mes attentes un peu en dessous. Pourtant, je reste vraiment déçu concernant le film, au point même de préférer le téléfilm. On sent clairement que le réalisateur, en plus d'avoir changé de scénariste, a eu carte blanche, mais surtout un budget plus confortable pour le film, ce qui en soi n'est pas gênant, mais le trop d'effets spéciaux tuera la moindre peur à l'écran. Car dans un film d'horreur, c'est quand on en montre le moins que c'est efficace et effrayant. Ici, le tout numérique rend le contenu indigeste au point d'offrir une bouillasse numérique en fin de film. Le tout dans un repère qui ressemble à une boîte de nuit où les lueurs mortes, aussi fascinantes soient-elles, dans le livre et dans le téléfilm, sont dans ce chapitre 2 de vulgaires spots qui sont là uniquement pour le cache-misère. Muschietti en fait trop derrière la caméra, il s'éclate dans cet univers, ça se sent, mais trop d'action, ce qui était déjà le point faible du chapitre 1. Je disais même que les personnages ne se posaient pas assez, ici c'est encore pire. Ici, les adultes doivent se souvenir, sauf que nous, spectateurs, on s'en souvient déjà. Autant que dans le livre et dans le téléfilm, on se souvient en même temps que les personnages, car le montage est bien structuré, de façon à revivre les flashbacks. Dans le film, on se replonge dans les souvenirs assez gratuitement. Alors oui, pour Richie, on va apprendre des petites choses importantes, mais pour le reste des personnages, on s'en fout un peu. Pourtant, le film commençait plutôt bien, avec une scène rappelant le livre, avec Xavier Dolan plutôt en forme. Cette scène, pour le coup, n'est pas gratuite non plus, mais très importante, car nous avons deux personnages homosexuels qui se font agresser par des homophobes sur un pont. Ce qui est intéressant avec cette scène, c'est qu'elle évoque ces adultes avec une absence de peur du monde qui les entoure. Ce couple s'assume et l'absence de cette peur causera malheureusement leur perte. Bien évidemment, on en vient à Richie qui lui a toujours eu cette peur d'assumer sa sexualité. Dommage que le clown ne joue pas trop avec cela, on aura un simple « je connais ton secret » mais rien de plus. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Richie est le plus intéressant des personnages de ce chapitre 2. Pour le reste, c'est malheureusement assez vide. Même si j'en conviens, ça complète tout de même le chapitre 1. Physiquement, les adultes sont réussis et les mimiques des enfants sont repris par les acteurs. Pas grand chose à dire de négatif sur ce point, mais pour le reste, ça reste creux. On connaît très peu leur évolution 27 ans plus tard. Prenons le cas de Bill, qui est devenu cet écrivain à succès, le miroir de Stephen King, mis à part de savoir qu'il est marié et qu'il ne sait pas écrire une fin. D'ailleurs, on insiste lourdement sur ce point, comme pour évoquer les critiques subies par Stephen King. On sait pas grand chose sur lui. Beverly, c'est un peu plus triste, car le charisme obtenu dans ce chapitre 1 est bien inexistant dans cette version adulte. Pourtant, c'est Jessica Chastain, c'est pas vraiment rien et c'est pas n'importe qui. Mais le personnage est totalement creux et vide. Le personnage nous est introduit comme une femme battue, comme si elle avait épousé son père, ce qui normalement définit son personnage. Je veux dire, dans le téléfilm, c'est bien plus travaillé. Là, la scène passe trop rapidement dessus et on n'y reviendra jamais dans le film. Normalement, ça fait partie même des personnages. L'évolution après 27 ans qui tend vers ces peurs qui nous accompagnent et qui nous définissent, ce qui est normalement intéressant, c'est que ces peurs ont eu des impacts dans leur vie d'adulte, comme s'ils en étaient prisonniers. J'évoquais Beverly, qui s'est fait violenter et abuser par son père, elle épouse un garçon qui ne vaut pas mieux que lui.
Eddie, toujours hypocondriaque, manipulé par cette mère qui souffre sûrement du syndrome de Munchausen, reste toujours dans ses angoisses au point d'avoir comme femme le portrait craché de sa mère qui est joué d'ailleurs par la même actrice. Ben, qui avait peur de la solitude et de son propre corps et qui, après 27 ans, a pu justement modifier son corps, vit dans une solitude assez significative. Bref, le film évoque de très peu cela et passe assez vite sur ces événements pour aller vers l'action au plus vite. Le but étant de ne pas trop creuser les personnages, mais de vous divertir de façon triomphante. Parlons donc aussi de Pennywise qui a très peu de lignes de dialogue et qui est souvent en CGI plus qu'autre chose et qui est beaucoup moins intéressant que dans le téléfilm. Les seuls moments où il a des dialogues, c'est avec une petite fille qui, pour le coup, est une scène réussite. Pour le reste, ce n'est qu'une machine à faire peur, gesticulant dans tous les sens et qui n'arrive pas à faire peur son spectateur. Au moins dans le téléfilm, il essayait d'avoir des dialogues avec justement cette bande de ratés pour éviter un second combat en essayant de les faire fuir de la ville. Là, ici, il essaie juste de faire peur et rien de plus. Parlons donc de quelques scènes réussites tout de même, autres que la scène d'intro, mais celle de Stan qui, dans une transition plutôt bien trouvée, où nous allons le retrouver dans les étoiles et qui se transforme en bout de puzzle manquant vers le personnage adulte. Deux symboles dans cette scène qui évoquent l'avenir du personnage, les étoiles, puisque il va se suicider par la suite, et enfin cette pièce de puzzle manquante lors du combat final contre Grips. Plutôt ingénieux et sympa, la créativité n'est pas absente pour autant malgré ma déception. Autre moment assez réussi, Bill tuant sa propre culpabilité enfant, on y apprend même qu'il n'était pas vraiment malade et il a laissé Georgie dehors car il ne voulait pas forcément jouer avec lui le jour de sa mort. La scène avec Beverly et Madame Kirsch est assez juste et malaisante, même si la créature finale, toujours le tout numérique, dégueulasse, vient tout détruire dans cette scène presque parfaite. Parlons donc de ce qui ne va pas. Mis à part les effets qui vieilliront mal avec le temps, nous avons aussi le scénario parfois hasardeux qui, on ne va pas se mentir, est cousu de fil blanc. Comme par exemple avoir des artefacts du passé pour faire un rituel plutôt risqué de Miles. Déjà, comment savoir quel artefact serait le bon? Et pourquoi refaire revivre à Ben des éléments du passé sachant qu'il avait déjà son artefact dans son portefeuille depuis le début? Il y avait beaucoup de choses assez magiques, dirons-nous, et qui ne seront jamais expliquées ou assez hasardeux. Et puis il faut avouer que la fin est assez ridicule avec « Tu n'es qu'un clown !» pour le réduire à une flasque dégueulasse pour prendre son cœur. Même dans le scénario, il n'arrive pas à écrire une bonne fin. Peut-être que le film nous prévenait déjà à l'avance, qui sait. Certaines scènes sont assez répétitives avec le chapitre 1. On nous refait le coup des 3 portes, la cave de Bill, même si la finalité ou l'intention ne sont pas les mêmes, on reste quand même sur de la redite. Outre les scènes beaucoup moins pertinentes et visuellement CGI puissance 1000, la scène avec la tête de Stan dans le frigo. Cette fois-ci, beaucoup moins horrifique que le téléfilm. Désolé de mon retard. Alors, voyons qui est là, hein? Billy le Bègue! Richie encore là! Nous ne nous attendions pas à ce que tu restes. Joli ton nez, personne ne pourrait croire qu'il était refait. Meule de foin! Tu as pris un peu de poids, non? Je veux que tu saches, Bev, ton père ne se fait plus de soucis pour toi. Et il approuve l'homme que t'as choisi. Spaghetti, comment va ta vie sexuelle? Tu as une vie sexuelle? Oh, voilà Mike! Oh, tu as réussi à nous ramener tous ici. Pour toi, c'était la seule façon de nous revoir, puisque tu ne parviendras jamais à quitter cette ville. Là où, dans la conversation était intéressante, la tête ne parle pas, on est juste sur une référence à The Thing. D'ailleurs, les références sont beaucoup moins subtiles que dans le chapitre 1. Nous avons aussi une référence à Shining avec Bev dans la porte des toilettes. Certes rapide, mais pas très subtil ni intéressant. En résumé, ce chapitre 2 comporte des éléments intéressants et ce serait de mentir de dire qu'il ne complète pas non plus le chapitre 1. Cependant, le film reste décevant et moins pertinent que le téléfilm qui avait un budget moins important, faisant des choses plus intéressantes et effrayantes. Le tout CGI rend le contenu indigeste et fouillé à l'écran. Forcément, la plupart vous ennuierez pas devant malgré ces 2h50 car l'action est omniprésente, pourtant la structure et la narration sont assez bancales, ce qui, pour ma part, m'a paru bien long. Le chapitre 1 a bien plus de fond que ce chapitre 2 et le téléfilm est, pour le coup, meilleur sur l'ensemble de cette histoire. Pourtant, l'histoire semblait être dépoussiérée par le film de 2017, mais vouloir en faire trop tue l'horreur à l'écran. Ça, que ce soit le téléfilm ou le film, reste de bonnes adaptations tout de même. Je préfère pour ma part le téléfilm et je vous invite donc à commenter pour savoir quelle adaptation vous préférez dans l'espace commentaire réservé à cette vidéo. Je déclare ouverte cette réunion du club des ratés. On peut y arriver, mais il faut rester ensemble. Merci
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également aussi sur notre site internet movies365.fr. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.